26 janvier 1943, 9h30 du matin. Village de Nikolaïevka, région de Voronège, Russie. Température, moins 32 degrés Celsius. Le général Luigi Reverberi, commandant de la division alpine Tridentina, se tient sur une colline enneigée et observe à travers ses jumelles le village qui s'étend en contrebas, le long d'un remblai de chemin de fer. Par ce village passe la seule route vers l'ouest, la seule voie vers le salut pour les 40 000 hommes qui se tiennent derrière lui. 40 000 Italiens, Allemands et Hongrois qui marchent à travers les neiges russes depuis 9 jours, sans nourriture, sans munitions, sans espoir. Ils marchent parce que s'arrêter, c'est mourir. Reverberi abaisse ses jumelles. Il voit les positions soviétiques, des nids de mitrailleuses le long du remblai, des positions de mortiers derrière les maisons, de l'artillerie sur les collines au loin. La 48e division de fusiliers de la garde de l'armée rouge a pris Nikolaïevka 2 jours plus tôt et l'a transformée en forteresse. Les soviétiques savaient que les Italiens arrivaient. Ils attendaient. Reverberi se tourne vers ses officiers. Devant lui se tiennent les commandants des 6 bataillons alpins encore capables de se battre. Verona, Valchiese, Vestone, Edolo, Morbegno, Tirano. Des noms qui, dans quelques heures, entreront dans l'histoire militaire italienne comme des symboles de sacrifice et d'héroïsme. Reverberi parle lentement, d'une voix rauque. Il n'a pas dormi depuis 3 jours. Messieurs, devant nous se dresse le dernier obstacle. Derrière Nikolaïevka, à 20 km, se trouvent les lignes allemandes. Si nous perçons, nous sommes sauvés. Sinon, nous mourrons tous ici. Il n'y a pas d'autre option. Pas de contournement. Les soviétiques contrôlent toutes les routes. Nous attaquons de front. Une attaque frontale contre des positions fortifiées face à un ennemi supérieur en nombre. Sans chars, sans aviation, sans préparation d'artillerie, il nous reste à peine 20 minutes de munitions. Nous n'avons qu'un seul avantage. Nous sommes des alpini. Nous avons traversé l'enfer ces 9 derniers jours et nous tiendrons un jour de plus. Parce que sinon, nos hommes mourront ici, dans ce froid, et leurs os resteront à jamais dans la terre russe. L'attaque commence dans 30 minutes. Messieurs, ce fut un honneur de vous commander. Il salue, les officiers lui rendent son salut. Ils savent que beaucoup d'entre eux ne verront pas le coucher du soleil. Ils se retournent et rejoignent leur bataillon. Reverberi reste seul. Il regarde vers l'est, d'où ils sont venus. 9 jours plus tôt, le corps alpin a entamé sa retraite depuis le fleuve Don. Ils étaient alors 57 000 hommes. 3 divisions alpines, Tridentina, Giulia, Cuneense, et une division d'infanterie, la Vicenza. Aujourd'hui, devant Nikolaïevka, ils sont moins de 40 000. Les autres sont morts, gelés dans la neige, abattus par les partisans, morts de leurs blessures et d'épuisement. Et s'ils ne percent pas aujourd'hui, les 40 000 mourront demain. Mais pour comprendre pourquoi les chasseurs alpins italiens se sont retrouvés à des milliers de kilomètres de chez eux, dans les steppes russes, encerclés et condamnés, il faut remonter 1 an en arrière, là où cette tragédie a commencé. À Rome, dans le bureau de l'homme dont la vanité et l'ambition ont conduit des dizaines de milliers d'Italiens à la mort en Russie. Été 1941. Palazzo Venezia, Rome. Benito Mussolini est assis à son immense bureau et écoute le rapport du chef d'état-major, le maréchal Ugo Cavallero. Hitler vient de lancer l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique. 3 millions de soldats allemands ont franchi la frontière le 22 juin. En 3 semaines, les Allemands ont avancé de 500 km en Russie, détruit 20 divisions soviétiques et capturé 300 000 soldats de l'armée rouge. La victoire semble n'être qu'une question de semaines. Hitler a promis que l'État soviétique s'effondrerait avant octobre. Et Mussolini ne veut pas rester à l'écart. « Maréchal », dit Mussolini, « l'Allemagne est en train de gagner la plus grande guerre de l'histoire et l'Italie reste à l'écart. C'est inacceptable. Nous devons montrer au monde que le soldat italien peut se battre à l'égal du soldat allemand. Nous enverrons un corps expéditionnaire en Russie immédiatement. » Cavaliero tente de protester. L'armée italienne est surchargée. L'Italie se bat en Afrique du Nord contre les Britanniques, en Grèce, en Yougoslavie, en Albanie. L'armée est étirée à sa limite. Mais Mussolini ne veut rien entendre. Il veut la gloire. Il doit prouver que l'Italie est une grande puissance. Le 7 juillet 1941, Mussolini annonce la création du corps expéditionnaire italien en Russie, le CSIR. 62 000 hommes, 3 divisions, 220 chars, 1000 camions. Ils partent pour le front de l'Est en juillet et entrent en combat en août 1941.
La première année en Russie se déroule de manière relativement calme. Le CSIR combat sur le secteur sud du front, dans le Donbass. Les Italiens participent à l'offensive allemande de l'été et de l'automne 1941. Les pertes sont tolérables, quelques milliers de tués et de blessés. Les soldats italiens ne comprennent pas encore dans quoi ils se sont engagés. Mais à l'hiver 1941-1942, tout change. L'offensive allemande est stoppée devant Moscou. Les soviétiques lancent des contre-attaques. La température chute à moins 40 degrés. Les soldats italiens meurent de froid. Ils n'ont pas d'équipement d'hiver. Le commandement à Rome n'avait pas prévu que la guerre durerait jusqu'à l'hiver. Hitler avait promis que l'URSS s'effondrerait avant octobre. Mais octobre est passé, novembre est passé, décembre est passé, et l'Union soviétique se bat toujours. Au printemps 1942, Mussolini prend une décision qui sera une condamnation à mort pour des dizaines de milliers d'Italiens. Il décide de renforcer la présence italienne en Russie. Le CSIR est transformé en une armée entière, la 8e armée italienne, ou Armir. 235 000 hommes, 10 divisions. C'est la plus grande opération militaire italienne hors d'Italie depuis l'Empire romain. Parmi les divisions envoyées en Russie à l'été 1942 se trouvent 3 divisions alpines. Tridentina, Giulia, Cuneense. Les Alpini sont l'élite de l'armée italienne, des chasseurs de montagne entraînés pour combattre dans les Alpes à 3000 mètres d'altitude dans la neige et la glace. C'étaient les meilleurs soldats que l'Italie pouvait aligner. Et on les a envoyés se battre non pas dans les montagnes, mais dans les steppes infinies de Russie. Juillet 1942. Le corps alpin, 57 000 hommes répartis en 3 divisions, arrive sur le Don. On leur ordonne de prendre des positions défensives le long de la rive gauche du fleuve, sur un secteur de 170 km. 170 km de front pour 57 000 hommes. Cela signifie 335 soldats par kilomètre de front. La doctrine allemande exigeait un minimum de 1500 soldats par kilomètre de défense. Les Italiens étaient 5 fois plus étirés que la norme. Mais ils n'ont pas le choix. Le commandement allemand assigne aux Italiens des secteurs calmes. Les Allemands, eux, avancent vers le sud, vers Stalingrad et le Caucase, et ordonnent aux Italiens de simplement tenir la ligne. Simplement empêcher les Soviétiques de traverser le Don. Les Alpini se terrent. Ils creusent des abris, construisent des bunkers, tendent des barbelés. Mais les conditions sont terribles. Août. Une chaleur de 40 degrés, la poussière, les moustiques, la dysenterie. Septembre. Les pluies, la boue, les maladies. Octobre. Les premières gelées. Le ravitaillement est catastrophique. L'armée italienne dépend de la logistique allemande, mais les Allemands peinent déjà à approvisionner leurs propres troupes. Les Italiens reçoivent les restes. Les munitions arrivent irrégulièrement. L'équipement d'hiver n'arrive pas avant novembre. Les médicaments manquent. Mais le pire, c'est que les Italiens n'ont pas d'artillerie anti-char. Leur seule pièce anti-char, un canon de 45 mm, ne peut pas percer le blindage d'un T-34 soviétique. Cela signifie que si les soviétiques attaquent avec des chars, les Italiens sont sans défense. Novembre 1942. Stalingrad. La 6e armée allemande de Paulus est enlisée dans les combats urbains. Le commandement soviétique prépare l'opération Uranus, une contre-offensive visant à encercler et détruire les Allemands à Stalingrad. Mais les Soviétiques comprennent que le centre allemand est trop fort. Il faut frapper sur les flancs, sur les Roumains au nord, sur les Italiens au nord-ouest. Parce que les Italiens sont le maillon faible. Le 19 novembre 1942, la première armée de la garde soviétique du général Kuznetsov et la 3e armée de la garde du général Leliouchenko frappent les Roumains. Les Roumains s'effondrent en 3 jours. Les colonnes de chars soviétiques foncent vers le sud, vers Stalingrad, encerclant la 6e armée allemande. Mais ce n'est pas suffisant. Les Soviétiques veulent plus. Ils veulent anéantir tout le groupement sud des forces de l'Axe. C'est pourquoi, le 16 décembre, commence la 2e phase de l'offensive, l'opération Petit Saturne. L'objectif ? Percer le front italien sur le Don, encercler et détruire la 8e armée italienne, puis se diriger vers le sud, vers Rostov-sur-le-Don, et couper tout le groupe d'armée A qui combat dans le Caucase. 16 décembre, 6h du matin. L'artillerie soviétique ouvre le feu sur les positions du 2e corps d'armée italien. 2000 canons pilonnent les tranchées italiennes pendant 2 heures. Les abris italiens volent en éclats, les communications sont coupées, les commandants perdent le contrôle de leurs unités. À 8 heures, lorsque l'artillerie se tait, l'infanterie et les chars soviétiques passent à l'attaque. 200 chars T-34 contre des canons italiens de 45 mm, les Italiens tirent,
Les obus ricochent sur le blindage soviétique. Les chars écrasent les canons sous leurs chenilles. À midi, le front du 2e corps d'armée est percé. Le soir, il est anéanti. 2 divisions italiennes, Céléré et Sforzeska, cessent d'exister. 17 000 morts en une seule journée. Les chars soviétiques ont percé de 45 km et se sont tournés vers le sud. Ils se dirigent vers Stalingrad, laissant les Italiens défaits derrière eux. Le 17 décembre, les Soviétiques frappent le 35e corps d'armée italien. Le même scénario, préparation d'artillerie, attaque de chars, percée. Les divisions italiennes Torino, Pasubio, Principe Amedeo Duca d'Aosta se battent désespérément. 11 jours de combats sanglants. Mais la supériorité soviétique est écrasante. Le 28 décembre, le centre italien est détruit. 20 000 morts de plus. Le commandant du groupement blindé italien, le général Paolo Tarnassi, est tué dans un bombardement soviétique. La 8e armée italienne est coupée en 2. Les corps du Sud, le 2e et le 35e, sont anéantis. Seul le corps alpin sur le flanc gauche a survécu. Les Alpini tiennent encore. Leurs positions n'ont pas été attaquées. Mais leur situation est devenue critique, car à leur droite, il n'y a plus personne. Les Soviétiques ont percé et se dirigent vers l'ouest, sur les arrières des Alpins. À gauche des Alpins se trouvent les Hongrois, la 2e armée hongroise. Et le 13 janvier 1943, les Soviétiques frappent les Hongrois. 13 janvier, opération Ostrogoïsk-Rossoch, 4 armées soviétiques, la 40e, la 3e armée de chars, la 6e et la 1re armée de la garde s'abattent sur les Hongrois. Les Hongrois tiennent 2 jours. Le 15 janvier, la 2e armée hongroise n'existe plus. 80 000 Hongrois tués ou faits prisonniers, le corps alpin est maintenant complètement encerclé. Personne à droite, personne à gauche, l'armée rouge devant, l'armée rouge derrière. 57 000 Italiens pris au piège dans la neige. 17 janvier 1943, le soir. Quartier général du corps alpin. Le général Gabriele Nasci, commandant du corps, réunit les commandants de division. Une carte est posée sur la table. Les positions soviétiques sont entourées de cercles rouges. Elles encerclent les Italiens de toutes parts. Nasci parle à voix basse. « Messieurs, on nous a abandonnés. Les Allemands ont reculé, les Hongrois sont anéantis. Nous sommes seuls. Nous avons 2 options. La première, rester sur nos positions et attendre que les Soviétiques nous détruisent. La seconde, battre en retraite vers l'ouest, percer l'encerclement soviétique et tenter de rejoindre les lignes allemandes. La deuxième option nous donne une chance. Mince, mais une chance. Nous partons vers l'ouest. Tout le corps d'armée. 57 000 hommes. Nous marcherons à pied, dans la neige. 200 km jusqu'aux lignes allemandes. Je sais que beaucoup n'y arriveront pas, mais ceux qui resteront ici mourront tous. Départ demain à l'aube. Le 18 janvier, le corps alpin entame sa retraite. Ce n'est pas une retraite organisée, c'est une marche du désespoir. 57 000 hommes étirés en une colonne de plusieurs dizaines de kilomètres. Des Alpini, des fantassins de la division Vicenza, les restes des divisions écrasées du centre, tous ceux qui peuvent marcher rejoignent la colonne. Des restes d'unités allemandes et hongroises se joignent à eux. Environ 5 000 Allemands et Hongrois au total. Ils marchent vers l'ouest, dans la neige, par moins 30 degrés, sans carte, sans communication avec le commandement, avec un seul espoir, rejoindre les leurs. Mais ce n'est pas une simple marche, c'est une marche en territoire ennemi. Les troupes soviétiques contrôlent toutes les routes. Les partisans chassent dans les forêts. Chaque nuit, la colonne est attaquée. Chaque jour, il faut percer les barrages soviétiques. Les Alpini se battent. Ils se battent tous les jours. Parfois 3 ou 4 combats par jour. De petites escarmouches désespérées pour des villages, des ponts, des carrefours. Les Soviétiques ne leur laissent aucun répit. Le 19 janvier, les Alpini attaquent le village d'Arnautovo, tenu par un bataillon soviétique. Le combat dure 6 heures. Les Italiens prennent le village. Le 20 janvier, le village d'Opit. Un régiment soviétique le défend. Les Alpini chargent à la baïonnette. Le village est pris le soir. 200 Italiens tués. Le 21 janvier, le village de Nikolaïevka. Mais pas le Nikolaïevka de la dernière bataille, un autre. Un petit hameau où une unité soviétique a tendu une embuscade. Les Alpini perdent 100 hommes avant de déloger les Soviétiques. Chaque jour, les Italiens laissent leurs morts dans la neige. On ne les enterre pas. Pas le temps, pas la force. Les corps sont simplement abandonnés au bord de la route. À la fin de la marche, 10 000 cadavres jalonneront le chemin de la retraite du corps alpin. Gelés, abattus, morts de leurs blessures. Des soldats italiens, allemands, hongrois, tous ensemble.
La guerre les a rendus égaux dans la mort. Mais le froid tue plus que les balles. Moins 30 degrés. Les Italiens portent des uniformes d'été. Beaucoup n'ont pas de manteau. Les bottes tombent en morceaux. Les semelles se détachent à cause du gel. Les soldats s'enveloppent les pieds de chiffon, mais cela n'aide pas. Les gelures apparaissent dès les premiers jours. Les doigts noircissent, les mains perdent leur sensibilité. Les soldats ne peuvent plus tenir leurs fusils. Les officiers ordonnent d'abandonner ceux qui ont des gelures. On ne peut pas les porter. Il n'y a plus de force. Le soldat gelé reste assis dans la neige. Il regarde la colonne s'éloigner et comprend qu'il va mourir ici. 1 heure plus tard, il perd connaissance. 2 heures plus tard, les partisans le trouvent. Ou des patrouilles soviétiques. Ou il meurt simplement de froid. La nourriture manque. Les Italiens ont abandonné tous leurs dépôts lors de la retraite. Les Allemands ne partagent pas leurs provisions. Les Alpini mangent ce qu'ils trouvent dans les villages. Des pommes de terre, du pain, parfois un poulet. Mais la plupart des villages ont été brûlés. Les Soviétiques pratiquent la politique de la terre brûlée. Il n'y a rien dans les villages. Les soldats mangent de la neige. Certains découpent les mulets morts et mangent la viande crue. La dysenterie devient une épidémie. Les soldats s'affaiblissent, tombent dans la neige, ne se relèvent pas. Les blessés sont de plus en plus nombreux. Chaque combat fait des dizaines, des centaines de blessés. On les transporte sur des traîneaux, sur des mulets. Mais les mulets meurent de froid. Les traîneaux se cassent. On transfère les blessés sur d'autres traîneaux, mais les traîneaux manquent. On abandonne les blessés. Les officiers leur donnent une dernière cartouche, pour se suicider si les soviétiques arrivent. Certains se tirent une balle, d'autres attendent les soviétiques. Les soldats soviétiques achèvent les blessés ou les font prisonniers. Les prisonniers italiens survivent rarement jusqu'au camp. On les fait marcher des centaines de kilomètres. Blessés, gelés, épuisés, ils meurent en chemin. Sur les 20 000 Italiens faits prisonniers durant l'hiver 42-43, moins de 3 000 survivront. Le 22 janvier, la colonne du corps alpin approche du village de Valouiti. Des troupes allemandes devaient s'y trouver, la dernière ligne de défense avant l'effondrement total du front de l'Est. Mais Valouiki est vide. Les Allemands se sont retirés 2 jours plus tôt. Nassy réunit ses officiers. Les cartes indiquent que l'unité allemande la plus proche se trouve dans le village de Tchebekino, à 70 km plus à l'ouest. 70 km à travers un territoire contrôlé par l'armée rouge. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Les Alpini continuent. À ce moment, des 3 divisions alpines, seule la Tridentina est encore opérationnelle. La division Giulia a été anéantie le 20 janvier lors des combats près de Valouiki. Un régiment soviétique a attaqué la Giulia sur 3 fronts. Les Alpini ont tenu 6 heures. Quand les munitions se sont épuisées, ils ont chargé à la baïonnette. Les soviétiques les ont fauchés à la mitrailleuse. Sur les 15 000 soldats de la division Giulia, 1200 ont survécu. Les autres sont morts. Avant le dernier combat, le commandant du 1er régiment alpin, qui faisait partie de la division Giulia, a ordonné de brûler le drapeau du régiment. Les officiers ont mis le feu au drapeau sous lequel le régiment combattait depuis 1872. Ils se sont tenus autour et ont regardé leur histoire partir en fumée. Puis ils sont partis pour leur dernière charge. Aucun n'est revenu. La division Kuneense a été encerclée le 21 janvier près du village de Rossok. Les soviétiques leur ont proposé de se rendre. Le commandant de la division, le général Emilio Battisti, a refusé. Les Alpini ne se rendent pas. Les soviétiques ont attaqué. Les Italiens se sont battus pendant 2 jours. Quand les munitions se sont épuisées, Battisti a ordonné de brûler tous les drapeaux de la division. Les officiers ont brûlé les drapeaux des 4 régiments. Puis ils ont fait sauter les derniers dépôts de munitions et ont tenté de percer. 300 hommes ont réussi. Les 14 700 autres ont été tués ou faits prisonniers. La division Kuneense n'existait plus. Désormais, tout l'espoir reposait sur la Tridentina. Les 15 000 Alpini de la Tridentina marchaient en tête de la colonne. Ils se battaient chaque jour, ouvrant la voie pour les 40 000 autres. Derrière eux, suivaient les restes de la Giulia et de la Kuneense. Les restes de la division Vicenza, des Allemands, des Hongrois, des fantassins italiens, des divisions écrasées du centre. Une immense foule affamée et gelée, qui se déplaçait vers l'ouest parce que s'arrêter signifiait la mort. Le 25 janvier, le soir, les éclaireurs de la Tridentina rapportent. Le village de Nikolaïevka est devant, le dernier barrage soviétique avant les lignes allemandes. Derrière Nikolaïevka, il y a 20 km jusqu'au leur. Le commandant du corps, le général Nashi, ordonne d'attaquer à l'aube. Mais pendant la nuit, l'inattendu se produit. Les soviétiques renforcent la garnison de Nikolaïevka.
Au lieu d'un seul régiment, une division entière arrive dans le village. La 48e division de fusiliers de la garde de l'armée rouge. 8000 hommes, contre les 15 000 Alpini de la Tridentina encore capables de se battre. Mais les soviétiques ont l'avantage. Ils sont en défense, dans des positions fortifiées, avec de l'artillerie et des mitrailleuses. Les Alpini doivent attaquer de front. 26 janvier, 9h30. Le général Reverberi, commandant de la Tridentina, donne l'ordre. L'attaque commence. Le 6e régiment alpin avec les bataillons Verona, Valchiese et Veston part le premier. Derrière eux, le 2e bataillon mixte du génie et le groupe d'artillerie de montagne Bergamo du 2e régiment d'artillerie. Les Italiens disposent de 12 canons de montagne et de 3 canons d'assaut allemands Sturmgeschütz 3. Contre 20 pièces d'artillerie, 40 mortiers et 100 mitrailleuses soviétiques, les Alpini lancent l'assaut sous le feu de l'artillerie. Les obus soviétiques explosent au milieu des rangs serrés des Italiens. Les hommes tombent, les autres avancent. La neige leur arrive aux genoux. Cela ralentit leur progression. Les mitrailleuses soviétiques fauchent les assaillants. Le bataillon Verona perd un tiers de ses effectifs dans les 10 premières minutes. Mais les Italiens continuent d'avancer. Ils atteignent le remblai du chemin de fer, la principale ligne de défense soviétique. Ici, les soviétiques sont solidement retranchés. Les mitrailleuses tirent le long du remblai. Les Alpini se jettent à terre. Les officiers crient « En avant! En avant !» Les soldats se relèvent et grimpent sur le remblai. On leur tire dessus à bout portant. Ils tombent. La vague suivante monte. On leur tire dessus. À midi, les Alpini atteignent les abords du village, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Les soviétiques tiennent chaque maison. Les Italiens subissent des pertes énormes. À midi, le général Giulio Martina, chef d'état-major du corps alpin, amène des renforts. Le 5e régiment alpin avec les bataillons Edolo, Morbegno, Tirano, plus les restes de l'artillerie de montagne et les restes du bataillon L'Aquila de la division Giulia, Martina les mène personnellement à l'assaut. Il marche en tête, un pistolet à la main. Les Alpini crient « Suivez le général! Suivez le général !» Ils font irruption dans le village. Les combats de rue commencent. Maison par maison, pièce par pièce. Les Italiens se battent à la baïonnette, à la crosse, au couteau. Les Soviétiques se battent de la même manière. À 2h de l'après-midi, Martina est blessé. Un éclat d'obus l'a touché à la poitrine. Il tombe. Son aide de camp tente de l'évacuer. Martina le repousse. « Laisse-moi, mène les hommes en avant. » 1 minute plus tard, il est mort. Son corps reste dans une rue de Nikolaïevka. Les Alpini continuent de se battre. À 4h de l'après-midi, les Italiens ont pris la moitié du village. Mais les Soviétiques tiennent toujours l'autre moitié. Les Alpini sont à bout de force. Ils se battent depuis 7 heures. Il y a plus de 1000 blessés, plus de 500 morts. Les munitions s'épuisent. Les soldats tirent leurs derniers chargeurs. Certains ne se battent plus qu'à la baïonnette. Ils n'ont plus de balles. Le général Reverberi comprend. S'ils ne prennent pas le village avant la nuit, les Soviétiques recevront des renforts et le matin, les Alpini seront anéantis. Il faut agir maintenant. Il donne son dernier ordre. Tous ceux qui peuvent tenir une arme, à l'attaque. Tous. Cuisiniers, chauffeurs, secrétaires, les blessés qui peuvent marcher, tous. C'est la dernière attaque. Soit nous perçons, soit nous mourrons ici. À 5h de l'après-midi, une vague humaine déferle sur Nikolaïevka. 4000 Alpini, plus tous les autres qui tiennent encore debout. Les Allemands se joignent à eux, les Hongrois se joignent à eux, les fantassins italiens se joignent à eux. Les 40 000 hommes qui attendaient derrière le village voient les Alpini lancer leur dernière attaque et ils se mettent en mouvement derrière eux. Ce n'est pas un ordre, c'est un élan. Les gens se sont simplement mis à marcher. Ils criaient, ils hurlaient. 40 000 voix. Les soldats soviétiques qui tenaient la deuxième moitié du village voient cette avalanche et fléchissent. Ils commencent à se replier. D'abord un par un, puis par groupe, puis la division entière. À 6h du soir, les soviétiques ont abandonné Nikolaïevka. Le village est pris. Mais le prix est effroyable. Plus de 1000 corps italiens gisent dans les rues. Les Alpini de la Tridentina ont perdu un tiers de leurs effectifs en une seule journée. Sur 15 000, il en reste moins de 10 000. Mais la route vers l'ouest est ouverte. La colonne reprend sa marche. Ils marchent toute la nuit, sans s'arrêter, car les Soviétiques peuvent revenir. Le matin du 27 janvier, les avant-gardes des Alpini atteignent les positions allemandes près de Chebekino. Ils sont sauvés. Le 1er février 1943, les restes du corps alpin atteignent les bases arrières allemandes. On les dénombre. Le résultat est terrifiant. Sur les 57 000 hommes qui ont commencé la retraite le 17 janvier, 22 800 sont revenus.
Les 34 200 autres sont morts. La division Cunéance est complètement anéantie. Sur 15 000, 300 survivants. La division Julia est anéantie. Sur 15 000, 1200 survivants. La division Tridentina a perdu les 2/3 de ses effectifs. Sur 15 000, 4 250 survivants. La division Vicenza, sur 10 466 hommes, a perdu 7 760 tués et disparus. Mais ce n'est pas le chiffre final. Sur les 22 800 revenus, plus de la moitié sont blessés, gelés ou mortellement malades. 3 000 autres mourront dans les hôpitaux dans les semaines à venir. Les pertes finales du corps alpin s'élèveront à 37 000 hommes, sur 57 000. Les pertes totales de la 8e armée italienne en Russie, d'août 1942 à février 1943, s'élèvent à 87 795 tués et disparus, plus 34 474 blessés et victimes de gelures. Au total, 122 269 pertes sur les 235 000 envoyées, plus de la moitié. Mars 1943, les restes de la 8e armée italienne sont évacués en Italie. Des hommes émaciés, malades, brisés descendent des trains dans les gares de Milan, Turin, Rome. Leurs familles les accueillent. Mais des dizaines de milliers de familles n'accueillent personne. Leurs fils, leurs maris, leurs pères sont restés dans les mèches de Russie. Pour toujours. La bataille de Nikolaïevka est devenue un symbole. Le symbole de l'héroïsme des Alpini, le symbole du sacrifice des soldats italiens, jetés dans une guerre absurde par un dictateur vaniteux. Le symbole que même en enfer, quand tout est perdu, l'homme est capable de grandeur. 4000 Alpini ont attaqué 8000 soldats soviétiques dans des positions fortifiées. Et ils ont gagné. Non pas parce qu'ils étaient mieux armés, non pas parce qu'ils avaient un meilleur plan, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Derrière eux se tenaient 40 000 hommes qui mourraient si les Alpini ne perçaient pas. Et les Alpini ont percé, au prix de 1000 vies en une seule journée. Après la guerre, l'association des Alpini a érigé un monument à Nikolaïevka. On peut y lire « Qui cadero i nostri Alpini ». Ici sont tombés nos Alpini. Chaque année, des vétérans et leurs familles s'y rendent. Ils se tiennent dans la neige et se souviennent. Ils se souviennent de ceux qui ne sont pas revenus, de ceux qui sont restés dans la terre russe, de ceux qui ont traversé l'enfer et ont survécu. Nikolaïevka n'est pas juste une bataille, c'est un lieu sacré pour les Italiens. Le lieu où les Alpini ont montré ce que signifie être un soldat. Non pas vaincre, mais se battre jusqu'au bout, même quand tout est perdu.